d'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et avec moi en studio, mon co-animateur Michel Albert. Allô. Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous écoutez sur iTunes ou YouTube en version podcast ou en version raccourcie sur les ondes d'une radio près de chez vous comme notre partenaire principal, le CKUM 93,5 FM à Moncton. Notre invitée aujourd'hui est Anne-Marie Bernier. Oui, Anne-Marie commence à jouer de l'impro en 7e année et termine son secondaire dans l'équipe étoile de la polyvalente Louis Mailloux de Caraquette. Elle joue aussi à la Ligue d'improvisation Chaleur pendant quelques 3 ans et se joint à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, une fois à l'université. Elle évoluera dans cette ligue pendant plusieurs années et se retrouvera dans son équipe étoile, sa dernière. Après une coupe universitaire avec Moncton, elle en jouera une autre avec les Impolis, l'équipe de la Polytechnique à Montréal. Les jeunes du réseau secondaire la connaissent mieux cependant comme l'arbitre qui pitch du stuff quand elle n'est pas contente. Anne-Marie Bernier, bienvenue à l'émission. Bonjour, ça va bien? Oui. Oui, merci d'être ici. On parlera avec Anne-Marie de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, l'émotion en improvisation. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions pour Anne-Marie. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Anne-Marie, t'as embarqué sur un avion pour venir nous parler. Puis la première question, c'est toujours la même. Comment ça, t'as commencé à faire de l'impro? Quand j'étais en 7e année, il y avait un de mes profs qui faisait des ateliers d'impro tous les mercredis après-midi. Puis c'était mon prof préféré. Fait que j'étais comme yes, moi je veux faire ça. Fait que j'ai choisi ça au lieu de tous les autres ateliers plates de couture ou de whatever là. C'est pas coudre? Non. Ben j'ai pris un cours de couture au secondaire. Okay. Puis je pourrais vous coudre un bouton si vous avez besoin. Ah. C'est déjà dans mes habiletés, je connais. OK. Moi non, fait que... OK, c'était ça la réponse. Mais ça, c'est juste des débuts, des premiers pas. Oui. En 7e. Oui. Ta vraie carrière, elle commence au secondaire. Au secondaire, oui. OK, parle-nous un peu de ça. Ben, j'ai commencé en 10e année. En 9e année, on n'avait pas de team, pas d'équipe, rien. Quand Rémi Goupy est arrivé à notre école, puis il a décidé de commencer une ligue. Mon frère était dedans, fait que moi j'étais dedans. Mon autre frère était pas dedans. Paul, malheureusement, a jamais fait de l'impro. C'est un peu un mystère, je pense. Ouais, parce que vous auriez dû avoir comme la majorité des gens qui ont un frère ou une sœur en impro, ben toute la famille l'a fait. Non, Paul. Pas Paul? Jamais suivi. Parce que on a une question par rapport à ça. C'est pour ça qu'on peut-être qu'on mentionne Paul pour une bonne raison là. C'est de Randy Daniel Johnston sur Facebook qui nous dit si je me trompe pas, puis je sais que je me trompe pas. Il est assez cocky. T'as joué avec ton frère qu'on connaît plus vraiment lorsque tu jouais à la PLM. Comment est-ce que c'est jouer avec son frère dans la même équipe? Avez-vous les mêmes idées, meilleure chimie, ou est-ce qu'il y a une rivalité? Puis là, il y a un follow-up d'Isabelle Godin, également sur Facebook, qui juste mis hashtag Paul for the win. Okay, mais on parle pas de Paul, on parle de Marc. On parle pas de Paul, malheureusement. On parle de Marc. Ben, moi puis Marc, on a commencé à jouer ensemble au primaire. On était dans le même atelier d'impro. Fait qu'on a tout le temps joué ensemble. C'était un peu naturel. Peut-être qu'il y avait une rivalité, je suis pas sûre. Je suis sûre qu'au secondaire, j'étais vraiment jalouse parce qu'il était plus drôle que moi. Mais bon. Mais avez-vous le même sens de l'humour? Est-ce que c'est né à la maison, ça? Je pense que oui. Je pense que ça se voit dans notre style d'impro, des fois, que on vient de la même place, on vient de la même famille. C'est sûr que moi, je fais des dramatiques du stuff, là. Lui, pas vraiment, mais bon. C'est vrai qu'il est plus un spécialiste. Ouais. Hein? Il est un petit peu un spécialiste. Puis Paul, lui, c'est le plus drôle de la famille, puis il a jamais fait d'impro. Clairement, c'est ça. Il est trop drôle pour l'impro, c'est qu'on l'a jamais vu. C'est une tragédie pour l'improvisation qu'il a jamais fait partie de ça. Comment est-ce qu'il était Rémi Goupy comme entraîneur? L'as-tu eu 3 ans? Je l'ai eu 3 ans, oui. C'était great, c'était vraiment le fun. Puis je pense qu'on a comme construit une belle chimie puis une belle amitié dans tout ça. Puis on joue encore dans des équipes aujourd'hui, puis c'est vraiment le fun.
Puis je pense que moi puis mon frère, on a aussi le même style parce qu'on a un peu aussi le style à Rémi Goupil. Ah ouais? Parce que on l'a eu plus tôt à l'émission cette année. Oui. Puis lui, il disait que ça serait une grave erreur pour un entraîneur de rendre ses joueurs un miroir de cet entraîneur. Ben, Êtes-vous le miroir de Rémi, finalement? je pense pas qu'on est le miroir de Rémi. J'irais pas dire ça. Mais je pense qu'il y a des éléments puis des façons qu'on approche le jeu qui est pas mal similaire, moi, Rémi puis mon frère. Oui. Vite, explique-nous la démarche artistique qui te caractérise, là. C'est plus une question d'éthique. C'est plus une question d'éthique, de jeu. Ouais, je pense que c'est plus l'éthique de jeu. I wish que j'aurais des opinions about Non, ta carrière d'impro. Ben, l'opinion. En réalité, ce que Rémi a fait avec vous autres, c'est recréer une équipe quand il y en avait plus. Oui, vous avez vraiment commencé, là. From the bottom. Ouais, from And scratch. now we're here. Est-ce que tu as déjà comparé ton expérience avec celle des jeunes d'autres écoles où il y avait peut-être un roulement plus continu? Comment est-ce que c'est de recommencer à zéro avec une équipe? Moi, je rentrais dans une équipe parce que je connaissais mon frère, puis là, c'était mon frère puis ses amis, puis moi, puis d'autres random monde qu'on a ramassé ici et là. Fait que là, faut qu'on construise cette chimie-là, mais en même temps, on était une petite équipe, et fait que c'est plus facile de se mettre confortable où ce que t'as des écoles secondaires où ce que beaucoup de jeunes, puis il y a beaucoup de jeunes qui veulent être dans l'équipe, là, il y a pas de place pour tout le monde, puis il y a plus une compétition. Nous autres, c'est plus comme on est comme 7 ou 8 personnes qui se connaissent pas vraiment, puis là on joue de l'impro ensemble. Puis comment c'était aller au tournoi avec cette équipe-là que comme tu disais, c'est un petit peu comme un ramassis random de monde, du monde. Ben c'est great, puis c'est là que tu commences vraiment à connaître du monde, je pense, en tournoi, puis là pas juste ton équipe, mais tout le monde. Je connais tout le monde du circuit. Ça influence-tu ton jeu, ça, au tournoi? Je pense que oui, plus que tu te mets confortable avec les autres personnes que tu joues avec, plus que c'est facile d'avoir des impros qui ont plus de chimie puis moins de comme compétition. As-tu un souvenir percutant du secondaire? Percutant du secondaire? Ben, un impro que j'ai aimé regarder, puis je pense que c'est l'impro que tout le monde mentionne, c'était la 30 minutes de Hamilton, que tout le monde mentionne encore. C'est là que j'ai réalisé comme je suis pas si bonne que ça, hein. Il y a du monde qui sont comme là, puis moi je suis ouf. Oui, on parle d'une improvisation qui était dans un spectacle étoile. Ouais, c'est ça. Avec des anciens joueurs. C'est ça, c'est sûr. Tout de même, ouais, c'est ça. Tout de même piloté par pas nécessairement les meilleurs joueurs qui étaient là, c'était juste de créer une improvisation de 30 minutes. Ben ça c'est une question que je me pose souvent parce que quand on joue des matchs étoiles comme ça, puis on dit bon, OK, on va performer, on va se mettre au défi, puis montrer qu'est-ce que l'impro est capable de faire. Est-ce que c'est on espère que c'est une inspiration pour les jeunes? Oui. Est-ce que c'est un désincitatif? C'est-tu comme intimidant à ce point-là? Je suis pas en train de dire que je vais plus jouer de l'impro parce que je suis pas drôle. C'était inspirant, puis je me disais que jamais dans mon monde je pourrais être la personne qui joue des matchs étoiles, qui est le coach ou l'arbitre qui fait des impros de 30 minutes. Ça sonnait... L'idée de faire une impro de 30 minutes quand j'étais au secondaire, c'était la chose la plus terrifiante que t'aurais pu me demander, puis maintenant, je veux juste jouer des 30 minutes comme si... En bas de 5 minutes, j'embarque même pas, ça vaut pas la peine. On peut rien bâtir 5 minutes. Voyons donc. Ben non. Ton star power est trop important pour rester sur 5 minutes. Moi, je fais juste des 30 minutes. Des fois des 15. Si on est mal pris, mais sinon... L'histoire a démontré que la jeune toi se trompait, là. Ouais, j'espère. À propos de son avenir. As-tu commencé à jouer dans la ligue pendant que tu étais encore au secondaire? J'étais en dernière année, je pense que je venais de graduer, ou possiblement j'étais en 11e vers la 12e, le timeline est flou. Mais j'avais pas encore joué à l'université, fait que jouer dans une ligue où il y avait des adultes, je trouvais ça épeurant, je trouvais comme je suis la kid du secondaire qui arrive dans la grosse ligue. T'étais pas la seule. Non. C'est une ligue qui a régulièrement des joueurs du secondaire. Dans ce temps-là, il y en avait beaucoup moins, je pense. Il y avait moi puis peut-être 2-3 autres personnes. Puis j'étais juste substitut à ma première année. Je me sentais pas comme si j'étais de calibre du tout pour être dans cette ligue-là. Et à la Licume, quand est-ce que t'es rentré à l'université, la première année, t'es joueuse? Oui. Comment est-ce que cette intégration-là se fait, là? Là, t'étais-tu de calibre? Non. Non, je peux te dire ça tout de suite.
ça me rendait nerveuse, je jouais pas bien parce que j'étais nerveuse. Je trouvais pas que j'étais de calibre, c'était difficile. Mais en tant que capitaine de ton équipe. Oui, c'est toi qui m'as choisi. C'est moi que j'ai choisi Anne-Marie. Je pense que tu donnes peut-être pas assez de crédit aussi parce que moi, en tant que capitaine, je t'ai vu améliorer. C'est là, je t'ai vu être beaucoup plus à l'aise puis doucement progresser. Puis souvent, les gens en leur première année universitaire, ils ont cette année-là. Où ce que, ils font comme, qu'est-ce que je fais avec ma vie tout de suite? J'ai cette année-là, à chaque fois que je rentre dans une nouvelle ligue, là, c'est comme tu rentres, c'est comme, comment est-ce que je fais pour jouer de l'impro? C'est quoi? Tu réapprends chaque fois. Tu rebâtir une chimie avec tout ce monde-là puis leur façon de faire. Ouais. Mais la deuxième année, c'est comme un trajet qui est, tu sais là, y a-tu pas une question là-dessus? Oui, il y a une question. Ben oui, c'est ça, ta deuxième année, Isabelle Godin pose une question à ce sujet-là, parce que c'est quand même assez particulier. Fait que la première année à la Licume, t'es joueuse, puis là, la deuxième année, ça arrive pas. Tu deviens officielle. Comment est-ce que t'as vécu ça? Comment est-ce que t'as, genre, de dealer avec cette expérience-là, puis qu'est-ce qui t'a encouragé de réessayer l'année d'après? Je sais pas qu'est-ce qui m'a encouragé de réessayer après, parce que j'étais détruit. Mais j'ai continué. Ben, j'étais tout le temps alentour du monde d'impro, puis j'étais comme, mon groupe d'amis, c'était le monde d'impro, fait je vais aller aux auditions, je vais continuer, I guess. J'avais pas vraiment le choix. J'allais pas shower up aux auditions, me semble. Ouais. Mais quelqu'un d'autre aurait pu juste quitter. Absolument. Tu t'es devenu juge de ligne ou t'as commencé à prendre des tâches. Ouais. C'est là que j'ai vraiment commencé à le côté plus arbitrage. Là. J'ai développé plus mon style de... Même juste en faisant juge de ligne, j'étais une juge de ligne intense qui kickait du monde. Ah oui, la violence a commencé là? Ça a commencé quand je jugeais les lignes, oui. Qu'est-ce qui est l'importance de ça, d'avoir un personnage quand tu juges les lignes? Je pense que ça peut rajouter... Surtout, des fois, être juge de ligne, c'est plate, surtout si tu fais rien. Fait qu'il faut que tu t'amuses un peu avec le show pour te rendre ça intéressant. C'est plus intéressant pour moi, je pense, que la crowd. La crowd fait comme, OK, ça c'est de quoi de le fun, puis là, that's it. Mais c'est le fun, puis ça te permet de créer des personnages, puis quand même avoir ce contact-là avec le jeu, même si t'es pas directement en train de jouer. Puis t'as déjà eu d'autres juges de ligne que t'as eu une belle chimie avec. Comme je me rappelle des beaux moments de toi puis Amélie Montour, où est-ce que vous faisiez quasiment des petites scènes pendant les caucus, puis ce genre de choses-là. C'est le fun, ça. Mais oui, c'est ça. Puis ouais, si t'as un juge de ligne qui aime faire ce spectacle-là, c'est le fun parce que tu peux construire de quoi avec. Puis c'est comme jouer de l'impro sans jouer de l'impro. Ça contribue au spectacle. Oui. Toutes les procédures peuvent donner au spectacle d'une façon ou d'une autre. Mais faut pas que ça devienne distracting non plus, là. Tu veux pas... C'est pas toi qui joues les impros, fait laisse aussi la place au show. C'est un conseil aussi important quand t'es joueur, laisse aussi la place au show. En parlant de conseils, parce que pour compléter la question d'Isabelle Godin, là, qu'elle avait laissée sur Facebook par rapport à ça, elle demande quels seraient les conseils pour les joueurs ou joueuses qui vivent ou vivront une expérience semblable. Continue à t'impliquer, je pense que c'est important, puis on en voit tout le temps aux auditions là qui arrivent, puis sont comme l'impro c'est ma vie. Puis là, ils font pas l'équipe ou sont substituts, puis là on les revoit plus jamais. L'impro c'est ta vie, mais là tu joues pas, fait que tu viens même pas voir, that's it. Plus de vie. Plus de vie. C'est over. Ils sont juste quelque part assis en train de starer un mur. Ils n'ont plus rien. Parce que tu as trouvé une façon de t'intégrer pareil à la ligue. C'est ça. Puis t'étais pas moins productive. Ouais. Puis penses-tu qu'à travers être officiel pendant cette année-là, ça a amélioré, je sais pas, ton audition l'année d'après? Ben, je pense que ça m'a permis d'être plus confortable. Je pense que c'était là mon blocage. Là, j'étais confortable avec la ligue, j'étais confortable avec les capitaines, toutes ces choses-là. Fait que je suis rentrée dans l'audition, puis j'étais comme, OK, that's it, je vais jouer de l'impro, puis whatever happens, happens. Est-ce que cette nouvelle année-là, quand t'es revenu, était également un défi? Beaucoup moins que c'était avant. Je me sentais plus à ma place. Puis éventuellement, tu fais l'équipe étoile de l'université. Oui. Puis t'es capitaine d'une équipe dans l'ICUM. Ouais. Hein? Je suis capitaine de l'équipe étoile. T'étais capitaine de l'équipe étoile. À ma première année dans l'équipe étoile. Ben. T'as eu tous les titres en même temps. C'est ça. Ça s'est tout passé la dernière année. Cette année-là, t'es-tu une nouvelle joueuse? Je suis sûre que je comprends la question. Start back. Y avait-tu vraiment, sentais-tu qu'il y avait un changement dans ton jeu, ce moment-là, cette année-là? Il y a quelque chose de
Je pense pas un changement comme instantané. Je pense que c'était juste la progression normale de mon jeu. J'étais plus confortable, j'avais plus d'expérience comme joueuse, j'avais plus d'expérience comme officielle qui me donnait comme une bonne idée de comment regarder le jeu. Pas juste comme joueuse, mais comme qu'est-ce qui est une bonne puis une mauvaise impro, objectivement. Fait que vous allez à la Coupe universitaire? Oui. Quelle place? Quelle université qui était hôtesse? C'était Polytechnique. Ah, c'était la Polytechnique? Oui. L'université où tu as éventuellement été étudié. T'avais déjà vu des QI avant ça? Oui, j'avais vu des QI avant ça. Bon, on avait une QI à Moncton, puis j'étais là. Fait que qu'est-ce qui est l'expérience là, d'arriver là, capitaine de l'équipe étoile? Ben, je pense qu'Isabelle peut confirmer. J'étais nerveuse. C'était une équipe particulièrement nerveuse avec les joueurs dans cette équipe-là. Oui. Là. Nerveuse. Mais ça s'est quand même bien passé pour moi. Je pense que j'ai bien fait ça. J'ai-tu bien fait ça, Isabelle? T'as bien fait ça, oui. Merci. Non, ben je pense quelque chose qui était le fun avec cette équipe-là, c'est qu'il y avait quand même une belle dynamique à l'intérieur de l'équipe. Je pense qu'on pouvait, tu sais là, prendre des risques à l'intérieur, puis comme on avait comme une belle chimie, qu'on pouvait, comme par exemple l'impro des escaliers qu'on a fait avec cette équipe-là. Tout le long de ce tournoi-là, il y a à bout de 93 millions d'escaliers à monter là pour se rendre dans cette salle-là où qu'on joue. Je l'ai vécu l'année d'après. Je peux te confirmer, il y a beaucoup d'escaliers. Toi, t'as assez en forme après ça, là. Les étudiants ont accès à des ascenseurs? Il y a des escaliers roulants puis des ascenseurs. Okay. Mais les escaliers roulants sont pas fonctionnels la fin de semaine, puis les ascenseurs, t'as besoin de ta carte étudiante. Fait que pour les équipes... équipes, c'est 14 étages. Puis t'as fini par jouer avec cette équipe-là? Oui. De la Polytechnique? De la Polytechnique. Comment est-ce que ça, c'était? De plus jouer avec le groupe que tu t'avais pris quand même longtemps à se rendre confortable, si on veut? C'est ça. C'est comme si qu'on pichait dans un pays où je parlais pas la langue. C'est un style complètement différent. C'est comme, le système est absolument pas du tout qu'est-ce que je suis habituée de voir ici. Puis, je me sentais un peu comme à ma première année à l'université, comme comment est-ce que je fais pour jouer de l'impro? Comment ça se passe, ça? Puis éventuellement, je me suis mis plus confortable avec l'équipe. Puis c'était une équipe c'était moins formel, l'improvisation à Polytechnique. Fait que tu juste showais up, puis là tu jouais de l'impro. Puis là ça se passait aux 2 semaines. Puis c'était beaucoup moins formel aussi de la formation des équipes étoiles, parce que c'est pas mal plus facile de faire une équipe étoile quand la QI est dans la même ville que ton université. T'sais, à Moncton, faut que tu planifies ça, puis là tu choisis du monde, puis là Polytechnique, j'étais là, puis était comme peux-tu venir jouer? OK. T'es notre joueuse. Dring dring, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? C'était pas mal ça. Qu'est-ce qui est la vraie différence de jeu? Par exemple, tu parles d'un style qui est différent. Comment est-ce que tu comparais le jeu en Acadie puis à cette université-là? Ben, je pense que ils ont une attitude plus comme c'est de l'impro, c'est le fun, puis c'est plus des jokes, puis c'est moins formel, puis il y a plus des catégories crazy. Puis à Moncton, on prend ça vraiment sérieux, notre impro, on a nos rules, puis on aime ça comme ça. Puis moi, j'aime ça avec mes rules aussi formels, bien écrits. Fait que ça te permet comme, I guess, j'étais tellement comme, I guess, stuck in my ways. Je faisais juste, moi je voyais l'impro là, il y a des set rules, puis c'est comme ça que tu joues ça, puis là, that's the way to do it. Puis si tu suis pas ça, that's it. Puis là, à Polytechnique, j'étais comme, whatever, fais ce que tu veux. J'étais comme, OK, je peux juste comme faire ce que je veux, puis j'ai pas de punition pour ça. Okay. Ça, c'est peut-être bien une tête d'arbitre aussi. Et tout, j'aimerais noter que pendant le bout, tout ce que Anne-Marie vit à Montréal, tout d'un coup, ses réponses étaient beaucoup plus en anglais. Oui, oui. Hein? C'est vrai. Je parle jamais en français à Montréal, c'est vraiment triste. Qu'est-ce que... Tout le monde parle anglais à Montréal. C'est vrai? Non. C'est pour ça qu'ils gagneront jamais de référendum. OK. Fait que là... Ben, trouves-tu que le jeu au New-Brunswick, je sais que on a comme le monde perçoit l'équipe étoile de l'Université de Moncton comme beaucoup plus absurde que les autres équipes à la QI. On a tendance à stand out comme la weird équipe. Trouves-tu que c'est le cas ayant joué avec une autre équipe? Oui et non. On est absurde, I guess, des façons différentes. Comme, je pense que nos impros sont absurdes, mais notre jeu, le whole système d'impro est vraiment plus structuré que qu'est-ce qu'on aurait au Québec. Ben, avez-vous eu la chance de jouer
une contre l'autre? Ben, tu sais, là, Non, je pense t'as pas que joué ça... avec Moncton? Non, ça a pas arrivé, malheureusement. Je voulais vraiment jouer avec Moncton. Ça aurait été awesome. Oui, ça aurait été drôle. Parlons d'arbitrage. Parce que tu viens d'en parler, là, que comme les règlements, c'est important pour toi, mais à quelque part, t'as oui, puis non, ouais. Ouais, t'as cette formation-là. C'est ça. Comment est-ce que t'embarques dans l'arbitrage? Qu'est-ce qui c'est tes premiers pas là, dans cet autre univers? Quand j'ai vraiment commencé à arbitrer, je pense que c'était la liste. C'était l'année que c'était à Moncton. Ça, je me rappelle. C'était quelle année, on se souvient-tu? Non. Je pense ma deuxième année universitaire, troisième peut-être. Ça fait du sens, oui. Quelque chose comme ça. Puis, je pense que aussitôt que tu commences à faire de l'arbitrage, tu réalises que c'est pas du tout qu'est-ce que tu t'attendais de faire. Tu dis, moi je connais l'impro, moi je peux expliquer qu'est-ce qui se passe pas bien avec cette impro-là. Puis là, tu te mets debout, puis t'essaies d'expliquer, puis tu réalises, non. Nope. Pas du tout. Tu te retrouves avec je vous ai donné une confusion parce que, c'était... C'était confus, hein? C'est ça. Ouais, la pédagogie de la chose. Comment est-ce que ça a commencé, là, la manie de garrocher des affaires? Parce que pour ceux qui t'ont jamais vu arbitrer, expliquons-le, là. Oui, on va donner un contexte. Ouais, donne-moi un contexte, là. Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai un style d'arbitrage qu'on décrirait un peu violent, je crois. J'aime lancer des choses, j'aime exprimer ma rage physiquement en tirant des choses aux joueurs. Comme? Surtout mes souliers, parce que ça endommage pas les bandes, mais au début, j'ai tiré autre chose que des souliers. J'ai tiré des ordinateurs. Non, j'ai tiré une chaise et Isabelle, j'ai presque tiré une chaise sur ton ordinateur. Fait que depuis ce temps-là, j'ai arrêté de tirer des chaises. Ça se restreint plus à du stuff mou comme des bouteilles d'eau vides puis des souliers. Des fois des pucks. Ça doit comment pas fâché que t'es. Ouais. Mais j'ai déjà tapé une joueuse avec une puck. Je voudrais m'excuser à la pauvre joueuse que j'ai tapé directement dans le cœur en plus. C'était un peu symbolique. Fait que t'as dossé ton pitchage, là. Surtout au secondaire, je veux pas briser les bandes de l'équipe, là, qui struggle à payer leur bill pour faire, ils ont construit des bandes pour ce tournoi-là, ça leur a coûté tout leur fonds, puis là, j'arrive puis je brise les bandes, j'essaie de plus faire ça. Parce que, est-ce que ça a commencé comme, tu l'as fait une fois, puis, parce qu'on développe ce genre de shtick, là. Ouais. Ben, j'ai toujours comme, depuis que je juge les lignes, j'ai toujours comme kické pour annoncer que le point allait dans cette direction-là. Fait que je faisais ça aussi quand j'arbitrais. Puis éventuellement, je pense que c'était progression naturelle que je commence à tirer des choses aussi. Je pense que ça a commencé, c'était un amical à Bouctouche. Ah oui. C'est là que ça a commencé? Je pense que c'était à peu près dans ces temps-là. C'est là que ça a commencé? Ou peut-être une liste juste avant ça. Parce que, en blague, j'ai tiré de quoi. C'est genre de catcher on. Ça a catché on. Ouais. Le monde réagit, ça. Oui. Ben, ça me fait rire parce que j'entendais souvent les joueurs faire comme quand tu lui donnais une punition pis t'étais tellement intense à bout de ça, on dirait qu'il filait comme extra bad. C'est comme genre, j'ai vraiment comme déçu Anne-Marie, là. Je me sens mal. Oui, c'est pas l'arbitre qui dit, c'est pas grave, là. Non. Ça semble très grave. Très sévère. Comment oses-tu avoir fait une confusion? Mais pourtant, comme, à l'extérieur de l'impro, c'est pas de quoi, des punitions, c'est pas de quoi que je prends vraiment sérieux. Tu veux dire quand tu joues? Ou même, quand la game est finie, si je t'ai donné une punition, c'est pas parce que je t'haïs ou que je pense que t'es un mauvais joueur, là. Qu'est-ce qui va chercher le plus de rage dans toi? Oui, y a-t-il une punition en particulier? Y a-tu comme un comportement, là, que, là, tu sais que tu vas pitcher de quoi, là? Je pense que quand un joueur est pas un team player ou des punitions faciles à éviter qui sont un manque de respect, comme l'autre personne joue un impro puis toi tu parles sur le banc, ou juste dit comme tu manques de respect envers l'autre équipe. Tu peux manquer de respect envers ton équipe autant que tu veux. Je te punirai pas. Je m'en fous. C'est ton équipe. Fais ce que tu veux. Mais l'autre équipe, j'aime qu'il y ait comme cet espace-là où ce que les deux équipes peuvent être confortables ensemble. Surtout des fois, t'as des équipes qui ont beaucoup plus d'expérience que d'autres, puis là,
l'équipe qui a plus d'expérience est vraiment rude, puis il rentre, puis il contrôle tout. Ça, c'est pas de quoi que j'aime. J'aime que tout le monde a sa place, puis tout le monde est confortable dans l'arène. Ça vient-tu de ton propre jeu, ça? Peut-être, je pense que oui. Je pense que ça vient du fait que j'ai éventuellement été cette joueuse-là qui était pas très confortable dans l'arène, puis qui aurait aimé pouvoir avoir un espace pour apprendre et grandir confortablement, si on veut. Comme arbitrer, c'est comme exorciser ses propres démons. Oui, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. tu concentres des fois souvent sur les affaires que... Ouais, je vais avoir une longue réflexion aujourd'hui. As-tu été trop deep pour catégorie libre, là? Non, jamais trop deep. Je sais pas, on va finir ce site on a un group cry à la fin. C'est ça. Ça fait comme 2-3 ans qu'on se promet un group cry. Ben, on va acheter un gâteau, on va écrire group cry dessus. Il y a cette année-là là, de Bouctouche. Oui. OK, qu'on disait, là, le tournoi amical de Bouctouche. C'est pas juste la naissance de ça. C'est comme, je pense aussi c'est la naissance de ton compte de Twitter pour tes cheveux, là, parce qu'il était particulièrement fabuleux cette année-là. Non, c'était l'année d'avant. Le compte Twitter pour mes cheveux, c'était un Valentin Pro. Okay. C'était dans le temps que j'avais des cheveux très très longs. Fait que c'était avant cette année-là. Puis cette journée en particulier que je les avais frisés, c'est comme si j'étais juste des cheveux. Puis j'ai joué un impro, j'étais Captain Hairspray. Puis éventuellement, j'ai fait une blague de mes cheveux sont tellement fabulous, ils ont besoin de leur propre Twitter. Puis quand tu fais des jokes de même, faut que tu le suis avec des actions. Il faut qu'il y ait un compte Twitter. C'est quoi le compte Twitter pour le monde qui veut le suivre? Il est pas très actif, mais... @Anne-Marie's Hair. ANNMARIES Hair. OK. Donc, suivez. Allez lire les archives. Ben oui. De ce non, compte, mais des fois, comme il réapparaît quand il a besoin de réapparaître. Ouais. Une journée folliculaire. C'est ça. Une journée folliculaire. Ben. Mais une des choses qui est certainement née l'année de Bouctouche, c'est la question de arbitre de l'année. Ah, oui. Parce qu'on donne habituellement arbitre du tournoi, à chaque tournoi. Puis cette année-là, Anne-Marie a gagné au moins une fois ce prix. J'ai gagné 2 fois ce prix. Ben, c'est au moins une fois. C'est ça. Tous les statements ici sont vrais, là. Oui. C'est moi qui l'ai gagné l'autre fois? T'as-tu gagné l'année d'après? Non, cette année-là, j'ai gagné l'autre tournoi, là. Il y a eu 3... soit toi ou Ludger, je pense qu'il a gagné. OK. En tout cas, c'est pas une compétition. Sauf que j'ai gagné. Oui, sauf que c'était une compétition parce que là, on a commencé à parler d'arbitre de l'année. Oui. Et l'arbitre de l'année finissait avec une couronne. Il y a une question de Jonathan Furness sur Facebook. Jonathan Furness. Oui, qui se demande quand est-ce que tu vas y redonner sa crown. Ben, je voudrais premièrement dire que je l'ai pas volé de lui, je l'ai volé de Ludger. Ludger l'a volé de lui. Donc, je l'ai pas volé de Fern. Et je l'ai seulement volé parce que quand je suis partie de mon appartement, Mike a fait « Hey, tu devrais prendre la crown. » Je n'ai aucun souvenir de ça, mais apparemment, c'est un accessoire au crime. Oui. Est-ce que tu l'as encore, la crown? Elle est encore dans mon appartement. Je l'ai mis sur mon système de son et elle est de côté un peu sur mon armoire. Fait que t'es-tu arbitre de l'année à vie, c'est ça? Je pense que c'est ça. Je suis arbitre de la décennie. De la décennie, du millénaire. Je pense que les années 2000 sont à moi. Là. Ça m'amène à cette question-ci. C'est quoi le rôle de l'arrogance en impro? Oui, je suis d'accord. Parce que ça, c'est des genres de moves cocky. Puis on a vu ça souvent, voir la compétition entre les arbitres. Entre les arbitres. Comme, en tout cas, moi, je gagne arbitre du tournoi. C'est ça. Ouais. On ne care pas pour ça, mais en même temps, il y a ce genre de bravado-là, là, ce swagger-là qui vient... Est-ce que ça, c'est une partie importante de ton personnage, quelque chose qui, je sais pas, te donne quelque chose, soit en arbitrage ou en jeu? Oui. Ben, surtout en arbitrage, je pense pas que j'ai cette attitude-là quand je joue. La personne cocky, arrogante, qui gagne tout, c'est pas vraiment moi. Mais en arbitrage, puis je pense que ça fait partie d'être un arbitre, là, être arrogant, puis c'est toi qui contrôle le jeu, puis c'est ton arène, c'est toi qui décides. Fait qu'il faut que tu rolls avec ça un peu. Jusqu'au point de détruire des amitiés comme celle que t'avais avec Jonathan Furness. Je m'excuse, Jonathan Furness. Si tu veux avoir ta crown, je vais te la redonner.
Ah ouais. Faut qu'il aille la chercher à Montréal. Ah, ok. J'ai considéré la ramener, mais ça fitait pas dans mon sac. Puis j'allais pas checker du Mais luggage juste pour ramener une crown. Ben non, mais tu la mets sur ta tête, c'est juste des vêtements. Ok, ouais, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça. À quel point quelqu'un se pose des questions, c'est assez de passer le security check avec une couronne sur la tête. Fais sûr de... Ben, elle est en plastique, c'est fine. vrai, Ça ça peut fait passer vrai. les scanners. Ouais, mais il y a des... Ça doit être coupant, là. Il y a pas de spike non. dessus? Je pense qu'il manque des jewels. Elle est pas mal maganée. Oh. Ben, ça fait quand même plusieurs années, là. Elle est quand même arbitre du millénium. C'est ça, l'arbitre du millénaire. Rough. Pendant tout ce temps-là que t'arbitres, t'as aussi des occasions de jeu, puis même dernièrement, t'as joué un tournoi à Rimouski, je me trompe pas là, c'est ça. avec Rémi Goupil, mon frère, d'autres entre mondes, autres. David Saint-Pierre. C'est un petit peu un Martin retour Légère. à ton équipe du secondaire. Oui, puis mon équipe universitaire, I guess, avec David Saint-Pierre. Mhm. J'ai-tu joué avec Marty? Non, juste avec les Destroyers, je pense. Ouais, des gens que t'avais joué. Mais tu joues de temps à autre, puis t'as joué dans des matchs étoiles pendant tout ce temps-là. Puis je trouve, je vais te lancer un compliment, là. Je trouve Ok, vas-y. Oui, je trouve que ton jeu dans ton âge adulte là, a pris une finesse. Merci. Il y a une finesse à la façon que tu joues. Comme il y a comme quelque chose de très posé par rapport à ton personnage d'arbitre qui est comme un peu garoché, Ouais. qui est comme C'est ça. tu sais là, qui Oui, pitch les affaires mais c'est presque sans contrôle. Là. Ouais. Mais quand ce que tu joues, il y a comme il y a quelque chose de beaucoup plus posé là, beaucoup plus réfléchi. Tu le sens-tu ça? Je pense que oui. Ben, je pense que moi, joueuse, puis moi, arbitre, c'est deux choses. Moi, joueuse, c'est le comme insécure, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est de l'impro? Puis moi, arbitre, c'est le, moi, je sais qu'est-ce que je fais. Moi, je suis en contrôle de la situation. Fait que c'est comme les deux parts de moi comme improvisatrice. Mais inverse dans leur comportement. Ouais. Parce que l'arbitre semble hors contrôle. Oui. Puis la joueuse semble très contrôlée. Ouais. Puis là, t'as fini par jouer en masse de, tu sais, là, des impros de 30 minutes, puis C'est ça, oui. le pédalo, puis Le pédalo, oui. c'est vrai, t'étais C'est dans vrai, l'impro de le pédalo, ben oui. pas toi qui étais en charge du Oui. musical. Oui, c'est moi qui faisais le musical. T'sais, C'est moi qui fais les chanter. ouais. Toutes les chanter. Puis justement, il y a une des choses qu'on parle souvent de toi encore dans le circuit, c'est ton approche à la musicale. Tout le monde discute encore de On ça. parle, oui, on parle encore de la façon que toi t'abordes la musicale comme la bonne façon de faire une musicale. Peux-tu nous parler de ta démarche quand ça vient à ça? Ben, je pense que la musicale, c'est, toi, t'es un peu une extension de la toune. La toune, c'est ton impro, puis toi, tu joues cette musique-là. Je pense que j'ai dit en arbitrant éventuellement un tournoi que tu laisses la toune rentrer par les oreilles puis te sortir par les membres. Puis, des quoi comme ça. La toune, dans une musicale, c'est comme un troisième joueur. Tu peux pas rentrer dans une musicale puis comme si tu rentrais dans une mix puis t'es comme, non, toi, t'es un poète. T'es pas ça. Tu peux pas faire non plus, la toune est triste, non, moi, je suis contente. Fait qu'il faut que tu joues avec cet élément-là comme si c'était un autre joueur ou un autre personnage ou un script, presque. Ouais. C'est le joueur qui est en train de mener l'impro, là. C'est ça. Faut que tu suives. C'est un petit peu un metteur en scène. Ouais. Oui. Parce que si vous avez jamais vu Anne-Marie en jouer une, là, il y a vraiment pour chaque note, il y a un mouvement physique. Puis ça, ça peut être très subtil, mais chaque note de la musique est vraiment transposée dans la façon que tu bouges. Ouais. Il y a pas de question d'ignorer la musique, il y a pas de question de pousser ton propre agenda, ta propre idée puis ton propre caucus sur une musique qui suit plus. C'est toujours comme la musique t'anime comme un pantin. Ouais. Comme, je pense que ce que Isabelle dit tout le temps avec des chansons, c'est j'ai rien compris. C'est un peu de même avec la musicale aussi. Des fois, juste mimer quelque chose, on comprend pas nécessairement les détails de tout, mais tant qu'on peut montrer une émotion ou une histoire générale, I guess. C'est ok si on comprend pas les petites choses minutieuses, mais du moins le big picture est compris. Oui. Comme dans de la danse lyrique ou quelque chose, on a un sentiment de qu'est-ce qui se passe, même si, dans le fond, les gestes sont des gestes de danse ou pas que la musicale est nécessairement une danse.
On a peut-être le temps pour une petite question du public, Isabelle. Oui. Elisabelle sur Facebook demande on sait que t'aimes beaucoup le maquillage. Oui. Est-ce que tu te maquilles différemment avant un match d'impro? Faut toujours mettre du waterproof mascara. Parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer dans un match. C'est tout le temps un mystère. Pas juste pleurer, mais juste en général. Tu veux pas que ça comme run down ta face. Il fait tout le temps plus chaud qu'on pense. Ouais, il fait tout le temps plus chaud qu'on pense. Je mets tout le temps plein de poudre parce que sinon tu viens vraiment sweaty. Je mets tout le temps un peu plus de maquillage parce que quand t'es sur une scène, tu peux aller, c'est un thing de théâtre, là, tu peux aller, c'est comme extra là, puis ça va pas paraître comme trop à partir de la foule. Ça va, puis en plus, ça va highlighter les features. C'est ça. Des conseils que je n'utiliserai pas? Oui. Ben, tu pourrais. Ben, je pourrais. Il y a pas de tabou. Tu portes-tu du lipstick? D'habitude, non. J'essaie de pas de mettre ça trop distracting non plus, là. J'essaie d'avoir un bon milieu. Mais ça a déjà arrivé que j'ai joué de l'impro avec du lipstick rouge. Ouh, c'est brave, ça. C'est brave. Mais il y a quelque chose qui peut être dit pour avoir un maquillage relativement neutre, parce que, tu sais, si t'as un gros lipstick bright rouge, puis là, tu veux rentrer comme un vieux monsieur, tu sais, des fois, le suspension of disbelief, c'est comme jarring, là, dans le même sens que si tu portes des pantalons qui ont un gros print de cheeseburger dessus, là, ça peut être distrayant. Ou très drôle, je sais pas. L'un ou l'autre. On prend une petite pause et au retour, on parle d'émotion avec Anne-Marie Bernier. Restez là. On est de retour, Michel Albert au microphone avec ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô. Et notre invitée toute spéciale descendue de Montréal, ça rime pis tout, Anne-Marie Bernier. Allô. Et on parle, dans cette deuxième partie de l'émission, d'émotion en improvisation, comment la simuler, quelle sorte d'émotion on vit, où on va la chercher. Et commençons par une question envoyée par Élise Hamel sur Twitter, parce que vous pouvez faire ça, envoyer des questions à travers Twitter. Wow, fancy. Oui, elle dit... Anne-Marie, t'es un robot en vraie vie. Comment tu fais pour avoir de l'émotion en impro? Et ça, c'est quelque chose que les gens nous accusent, peut-être parce qu'on est des arbitres, sont un petit peu plus... dur d'approche. Dur d'approche, là. C'est difficile. On nous appelle des robots. Toi, t'es un robot, t'es un vacuum émotionnel. Oui. Mais en impro, t'es capable d'aller chercher quelque chose de plus. Comment tu fais? Je suis programmée, en fait. J'ai mon programme spécial, émotion, que je ressors pour mes impros. Non, mais je pense que je laisse cette impression-là que je suis un robot froide et calculé, somehow. Oui. Je suis pas sûre que c'est vrai. Je pense que l'impro, c'est un peu une continuité de qui je suis, puis je dis pas que je pleure tout le temps puis je suis une personne triste, là. Mais t'es capable d'amener ça, là, d'avoir des larmes sur scène, ce qui est pas donné à tout le monde. Comme le robot est équipé avec une champlure. Oui. C'est ça. Je pense pas que c'est facile non plus d'amener cette émotion-là, surtout quand tu commences une impro, puis là, t'as le stress de l'impro, puis là, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête, puis t'es comme là, faut que je pleure. Ça prend beaucoup de pratique. C'est pas de quoi que j'étais bonne à faire au début. Puis ça prend la capacité de se laisser aller à une place où cette émotion-là va ressortir. Parce que un comédien, par exemple, qui peut s'amener à faire ça, a toute une pièce à jouer avec d'habitude, a une préparation, sait qu'il faut qu'il fasse ça, peut penser à quelque chose. Puis là, c'est ça. Est-ce que pour un improvisateur qui doit faire ça en 3 minutes, 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes, je sais pas, s'amener à ça ou même commencer déjà là, dans un caucus de 20 secondes, est-ce qu'on va chercher dans notre propre vécu pour trouver quelque chose qui était... Là, on parle de tristesse, là, mais c'est évidemment pas la seule émotion, là. On parlera des autres. Mais est-ce qu'on va chercher creux dans nous autres pour quelque chose qui nous a fait pleurer dans la vie? Ou est-ce que c'est de la simulation, on n'a pas le temps ou la volonté de faire ça, on se plante le doigt dans l'œil, là. Pleure. Pleure. C'est pour ça que je fais juste des 30 minutes, moi. Je fais pas oui, c'est ça. Des 2 minutes, non, ça arrive pas. Non, mais tu peux pas attendre au jour où ce que tu te sens triste, ou tu peux pas t'attendre à avoir toutes ces émotions-là prêtes pour toi, pour l'impro que tu vas créer de rien. Fait que c'est être capable de, I guess, un peu avoir de l'empathie pour le personnage que tu crées, puis devenir cette personne-là qui ressent
telle chose, puis ça va un peu aller chercher de ton vécu. Tu peux pas vraiment avoir de l'empathie pour telle situation si t'as pas au moins un peu un bagage pour ces choses-là. Oui, c'est un peu comme si faut presque se sortir de soi-même puis réagir à notre personnage. Un peu, oui. Ce qu'il vit. Parce que la seule chose qu'on a décidé, c'est ce que ce personnage est en train de vivre. Puis là, on parle, ça peut être n'importe quelle émotion dans ce sens-là aussi. Là. Il y a plus que... On dirait que les gens voulaient que tu parles d'émotion aujourd'hui. Oui. Ouais. Parce que ils t'ont vu pleurer sur scène. Oui. Tu sais. Mais c'est évidemment pas la seule émotion qu'on peut aller chercher en improvisation. C'est juste que normalement, le niveau d'émotion est à la joke. Fait c'est soit de la caricature, soit l'émotion de base là, qu'on jouerait. Mm-hmm. Ben, l'affaire avec quelqu'un qui est un comédien, c'est qu'il y a, comme tu dis, il y a toute la préparation, puis il y a la longueur, il y a un certain build-up vers une émotion qui peut être intense à un moment donné ou à quelques points importants dans une pièce. Mais en impro, on a juste une couple de minutes. Fait que je feel que dans une impro qui est peut-être de 2-3 minutes, si tu veux une émotion forte, faut que ça soit about cette émotion-là. Faut que ça soit un petit peu le point central, le genre de focus de l'histoire en quelque sorte. On peut pas nécessairement avoir le build-up nécessaire sans que ça soit un petit peu concentré sur ce build-up-là. Ça veut dire c'est une impro à propos de la rage. C'est une impro à propos de la nervosité. Mm-hmm. Puis là, les gens réalisent tout de suite que c'est ça que t'es en train de donner, puis les autres personnages doivent réagir à ça. Donc, ça devient le motivateur de l'impro. Parce que une émotion, c'est une motivation pour un personnage, ou c'est même le personnage. Si on sait son état émotionnel, on a déjà quelque chose d'aussi important qu'il est mécanicien. Oui, absolument. Ben, ça le permet de réagir. Ça te guide toujours à n'importe quoi. Tu sais, quelqu'un t'apporte quelque chose, tu sais que tu te sens par rapport à ça d'une telle façon, ou que tu as une autre émotion qui affecte la façon que tu réagis à tout. Ça guide la façon que tu continues, que tu réagis, que tu développes l'histoire dans les directions que tu te lances. Tout ça que tu interagis avec est teinté par cette émotion-là. Puis je pense que c'est facile dans la dramatique aussi de tomber dans le j'énumère les choses tristes qui m'arrivent, comme mon chien est mort, ma femme m'a laissé. Ça devient une chanson country vraiment vite. Puis au lieu de remplacer par une émotion, un feeling triste, on nomme des choses, puis là il y a pas ce feeling-là que tu peux relater à qu'est-ce qui se passe sur la scène. C'est juste ça c'est triste. On n'est pas en train de le montrer, on est en train de l'expliquer. Oui. Puis on est, justement, la raison qu'on amènerait une émotion dans l'impro, c'est pour que le public ressente quelque chose. Parce que si c'est juste ça, là, l'énumération de mes parents se divorcent, puis mon chien est mort, puis cette affaire-là, la chanson country, on débarque de ça. Il y a rien là-dedans qu'on accroche. Il y a pas une vraie émotion. Fait que le public embarque pas dans cette émotion-là. C'est comme l'émotion que le joueur simule, propose, émane. Cette émotion-là, on veut que le public la ressente, que le public se reconnaisse dans ça. Puis c'est là que l'émotionnalité en impro joue. C'est parce que même l'impro normale, l'impro libre, c'est un peu ça la réflexion là, que je suis en train d'avoir. C'est quoi l'état émotionnel de l'improvisateur, du personnage d'impro normal, dans la libre jokeuse, là. Et même ce genre de vaisseau vide, si on veut, émotionnellement, présente, et je pense que je le décrirais comme étant coquin. Mm. C'est le petit sourire en coin, c'est regardez-moi, là, je vais aller faire quelque chose d'impossible, c'est-à-dire improviser une histoire. Regardez-moi, je vais troller l'autre joueur. Regardez-moi, tu sais, là, t'es dans un spectacle, puis t'as une petite lueur dans ton œil, puis les joueurs que le public aime ont ça. Même dans une impro normale, ils font comme il sait qu'est-ce qu'il fait, il nous amène à quelque part, il va nous faire rire, tu sais là, il rit lui aussi. Puis c'est une façon d'engager le public émotionnellement dans le format humour. C'est sans amener aucune autre couleur émotionnelle, on amène ça. Fait que c'est toujours il y a toujours un lien émotionnel entre le public puis le joueur qui réussit. Là. Mais je trouve ça intéressant que on parle un petit peu comme si c'est le joueur, comme on parle tout le temps de différents niveaux, on a comme la vraie personne, joueur numéro whatever d'une équipe, puis le personnage. Mais on dirait que ça c'est une émotion du joueur numéro quelque chose, c'est on a déjà un élément de personnage de plus quand ça vient à juste ce joueur là, pas nécessairement la personne. Je trouve ça intéressant qu'on est en train d'attribuer quelque chose à
ce genre de weird blank personne-là qui est censée être. Ben, il y a l'émotion le joueur amène une émotion, parce que tu disais tantôt, le stress de rentrer dans un impro. Non seulement tu veux atteindre un état émotionnel, t'as ton stress à toi. Puis le monde le voit, ce stress-là. Le monde te voit en caucus en train d'être comme, on n'a pas d'idée. Oui, c'est ça. Ou te voir en caucus être comme, OK, j'ai ça, moi je rentre, puis... C'est ça, je l'ai déjà. C'est soit ça, là. Je l'ai déjà ou, on n'a pas d'idée. Puis le monde voit ça. Puis là, quand on entend le sifflet, là, la personne change. Mm-hmm. Tu sais, là, je suis comme, je peux pas croire. Puis là... T'es un magicien tout d'un coup. Boum. Je suis sur scène. C'est drôle parce qu'en impro, c'est comme, le monde voit la coulisse. Le monde voit derrière le rideau avant que le rideau rouvre. On les laisse voir ça pour prouver que c'est de l'impro. Hein? Oui. Puis là, on est en train d'être... Tu sais, tout d'un coup, ils nous voient changer. Ils nous voient s'habiller. Ouais. Devenir le personnage. Mais... Des fois, on n'a rien, ou on n'est pas très bon comédien. Je me mets dans cette colonne. On garde l'émotion de ce moment-là pour diriger l'impro. Moi, j'aime beaucoup faire ça aussi. De toute façon, c'est comme... Dans la même sens que tu peux faire ça avec un mouvement. Oui. Tu commences avec un mouvement, une posture, une place dans l'arène. Tout peut être un point de départ. Puis ton émotion de caucus peut être... C'est ça. T'es nerveux que t'as pas d'idée, tu sais pas quoi faire, ben, utilise cette énergie nerveuse-là pour être un personnage nerveux qui ensuite contribue à développer quelque chose, parce que t'as déjà un petit quelque chose avec toi qui se passe. Ça, c'est mon petit quelque chose, ouais, c'est ça. Puis tu peux même comme t'arranger, là, j'ai eu le plaisir de jouer avec Christian Siam une couple de fois, puis une des choses que je l'ai déjà vu faire, c'est pas embarquer. Il faisait ce moment-là, mais calculé, où c'est toi qui rentres, Christian, il rentre pas, il est comme à cheval, sa bande, puis on fait comme, non, c'est à toi. Puis jusqu'à temps qu'on le pousse dans l'arène, puis quand on l'a poussé, il a fait exprès pour faire une culbute, comme si on l'avait vraiment poussé dur, puis là, toute l'impro était de la culbute, évidemment. Puis il était juste comme ce joueur-là qui avait été physiquement garroché dans l'arène, puis qui était pas capable de s'en remettre. Mais il a créé ça. Il allait rentrer, là, c'est juste, il voulait que ça arrive, puis il nous a pas dit qu'il voulait ça, il a comme créé une réaction dans nous autres qu'il a utilisé comme tremplin. Mais ce moment-là arrive souvent pour vrai. Là, oui, moins spectaculairement, mais le cas, oui. Puis là, tu peux l'utiliser. Mais même quand t'es bon comédien, comme Anne-Marie, tu rentres dans l'impro, puis là, tu deviens l'émotion. Le monde te voit changer. Puis là, si t'es bon assez, puis si t'es capable de vraiment rendre une émotion qui est véritable, le monde va embarquer dans cette émotion-là. Là, tout d'un coup, il te voit plus, il voit le personnage. Ben, je trouve ça intéressant qu'on parle d'émotions de base parce que faut pas oublier, les personnages eux-mêmes ont souvent ce genre d'émotions de base là, comme dans une libre, puisque tout le monde est juste là un petit peu. Un petit peu eux autres mêmes. Ouais, c'est ça là, tu sais. Puis c'est sûr que le monde a des gros personnages, mais souvent ça vient toujours de comme je suis étonné de ce qui se passe ou je suis désintéressé / outraged de ce qui se passe. Il y a toujours, on dirait, ce genre de pôle d'émotions-là qui existe pendant un impro, puis c'est ça qui est utilisé pour driver le conflit ou l'histoire. Ce genre de émotion-là qui est un petit peu comme joué faussement, mais qui est joué pour, tu peux faire avancer tout. Mais c'est quand même des motivations émotionnelles. Ouais, ben je pense que quand on parle de motivation, on parle presque nécessairement d'émotion. Ça peut être subtil, mais ce que tu veux, qui est ta motivation, c'est un désir, puis un désir, il se manifeste comme qu'on veut, mais c'est une émotion. Je veux fuir, je veux cette chose, ou je ne veux désespérément pas cette chose, devient les deux grands motivateurs, toute subtilité confondue. Laisse-moi te poser une question, Anne-Marie. Oui. Elle vient de Nathalie Gauguin sur Facebook. Allô, Nathalie Gauguin. Bonjour, Nathalie Gauguin. De Facebook. Ça sonne comme un amazing titre. Comme de Nathalie Gauguin de Facebook. De Facebook. Une Facebookeuse professionnelle qui qui demande, quand tu fais une impro qui demande des émotions fortes, comme on en parle, là, comme un peu un idéal, comment se rétablir vite et continuer le match sans rester pris dans l'émotion? Je suis pas sûre que j'ai des bons conseils pour ça, parce que c'est pas vraiment un problème que j'ai. On dirait qu'aussitôt que l'impro finit, that's it, c'est fini. Je retourne sur le banc puis je laisse qu'est-ce qui s'est passé dans l'arène. Puis je pense que c'est aussi important pour d'autres impros qui sont pas des dramatiques, là. Si t'as eu la pire impro de ta vie, t'as eu la meilleure impro de ta vie, that's it, l'impro est fini. You move on, parce que tu peux pas draguer on toutes tes impros parce que ça finira jamais.
C'est un peu ce que comme si toi tu dis que t'es pas en train d'aller chercher dans ta vie, là. Ouais. Tu sais, là que je sais pas si tu vas le chercher, mais tu t'amènes à ça physiquement. Dans ce cas-là, quand ce que tu retournes sur le banc, t'es pas hanté par la mort de ton chien, là, dans l'histoire. Démons de... Ouais, tes démons te suivent sur le banc. Tu sais, ça, Non. t'es supposé d'être correct. Ça a-tu déjà arrivé que tu l'étais pas? Ça a déjà arrivé que pendant une dramatique, un joueur me tape dans la face, puis là, je saignais du nez. Puis c'est la seule fois que l'impro d'après, j'étais comme, peut-être que je vais juste rester sur le banc. Ça, c'est une autre raison. Ouais. Ça, c'est intense. Sinon, pas vraiment. Je suis sûre que je l'ai peut-être déjà fait, là, mais ça me vient pas particulièrement en tête. Ben, dans le même sens que une impro super physique est demandante puis épuisante, une impro qui est super émotionnelle l'est aussi, tu sais. C'est sûr que tu vas arriver sur le banc puis tu vas être fatigué d'avoir fait ce genre de intense don d'énergie-là à cette improvisation-là. Mais c'est ça, tu sais, là, si tu restes pris dans l'émotion comme telle, là, ça va te bloquer. Tu sais, là, tu vas te perdre pour le reste du match. Ben, avez-vous déjà été dans une impro ou vu une impro qui vous a qui fait de quoi, là, que vous vous souvenez, où les joueurs, ou vous autres même, l'émotion dans l'impro était trop. Ou les joueurs voulaient plus assumer ce qui se passait parce que ça allait aller dans un territoire dangereux, houleux pour eux autres. Je vous donne un exemple. Yves Doucette. C'est une histoire avec Yves Doucette dedans, un ancien invité ici. Il est dans une impro dramatique à l'IQM, quand il était universitaire. Puis c'était à propos d'un couple qui cassait, là, comme bien classique cliché. Puis la joueuse, qui à mon avis était Michel Lévesque, était en train de pacter ses valises. T'sais, elle mimait de sortir des choses d'un tiroir, les mettre d'une valise pendant qu'ils ont cet argument-là. Elle est plus capable. C'est fini. Puis, un moment donné, il a juste été pour elle, comme elle était en train de sortir ses bobettes du tiroir, puis il a été pour elle, puis là, il a pogné les bobettes invisibles, là. Il a comme pogné le linge, puis il l'a remis dans le tiroir. Mais tout le monde dans le public sentait que ça allait être le moment où il allait vraiment, il pognait le poignet, qu'il allait y avoir un moment de contact entre ces deux joueurs-là, un moment qui se voulait violent, si on veut, sans être trop. Puis, c'est pas ça qui est arrivé, puis c'était un petit peu comme, dommage, parce qu'on dirait que le mouvement de tension dans l'improvisation nous amenait à ça, puis après on leur a parlé, puis on a fait comme je peux pas, comme t'as pas. Après on les a confrontés avec ça, puis on a dit c'est dommage que vous avez pas fait ça. Puis les deux avaient la même réaction, c'est comme Yves se sentait il a pensé, mais là il a pas voulu, il a senti que s'il faisait ça, c'était briser une ligne avec avec la joueuse, qu'il était pas sûr que Michel était capable de comme aurait accepté ce geste. C'était trop intense entre eux autres que là, qu'est-ce qui aurait arrivé? Puis elle a avoué que s'il avait fait ça, elle aurait fondu en larmes. Fait qu'on a manqué ce moment-là. Mais les deux joueurs se retenaient, comme les deux avaient peur de se rendre à quelque part de trop vrai. Ça vous a-tu déjà arrivé de ce genre de choses-là? Moi, j'ai déjà été un peu de l'autre côté, puis je retourne à l'impro où j'ai saigné du nez après. C'est la raison pourquoi j'ai saigné du nez. C'était un impro de couple, là, whatever. Puis à la fin, il fallait que ça finisse avec un bec. Il y avait pas d'autre place à aller avec ça. Un bec ou un coup de poing sur le nez? Non. Non, il m'a pas tapé dans la face. Puis moi, j'ai été pour ça. Puis lui a un peu paniqué. Puis là, il y a eu la réaction de bec d'impro, là, où c'est que tu gesticules tout le bec à travers de ton corps. Oui. Puis en faisant ça, il m'a tapé dans la face avec sa tête. T'es Bugs Bunny en train de recevoir un bec, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, fait que c'est comme pas assumé 100% non. Ça, tandis que je trouve ça intéressant que c'est parce qu'il filait que c'était trop inconfortable. Comme je l'ai vu souvent, là, ça. Des joueurs qui me disent après, même en pratique de dramatique, quelque chose comme ça, que c'est comme, c'est comme, non, une chance, il m'a pas touché. Comme il n'y a jamais eu un contact physique. C'est comme si le contact physique était la chose qui allait rendre ça vrai. Parce que du vrai monde qui se connaissent vraiment se touche. Touché. Puis des joueurs d'impro se touchent pas. Je me demande si l'aspect physique d'une impro émotionnelle, just kind of, je sais pas, c'est comme une expression physique de l'émotion. Fait qu'à travers ça, on dirait que ça la rend trop intime. Si t'es en train de faire une impro comme super émotionnelle puis intense, puis t'es comme relativement détaché, mais que ça puise dans une expérience personnelle ou comme une émotion que t'as déjà eue, puis que le quelqu'un te touche, on dirait que ça rentre vraiment dans ta bulle encore plus que normal. Je me demande si c'est ça que c'est, si ça juste comme vraiment powerful, ce comme genre de geste là qui
je sais pas, confirme que c'est une émotion puis c'est il y a une relation intense entre deux personnages. C'est même quand même quand des joueurs ont vraiment comme une chimie ensemble, ce que tu dis, ben, il devrait être correct, il devrait être à l'aise de faire ces choses-là, puis des fois je sens des fois que le joueur ferait jamais ça dans la vie. Je pense qu'on peut peut-être faire un lien avec l'autre question à Nathalie Gauguin, qui demande comment tes expériences de vie affectent ton jeu. Puis je pense que dans ce cas ici, peut-être que ça que c'est que t'es pas sûr qu'est-ce que l'autre personne a vécu nécessairement, puis qu'est-ce qu'elle est à l'aise avec ou non. T'sais, si quelqu'un a vécu du traumatisme, puis l'impro frôle ce genre de sujet-là, puis peut-être la personne peut se garder ensemble pour l'impro, mais si tu la touches, ça comme pas que ça fait du post-traumatic stress disorder, but comme c'est là, ça pourrait peut-être, tu sais pas à quel point l'autre personne est à l'aise avec ça. Fait que peut-être que, tu sais là, dans un impro normal où ce que t'es juste un cactus puis whatever là, peut-être que ça dérange pas. Quel est l'état émotionnel d'un cactus? Prickly. Mais tu sais, peut-être que ça c'est correct parce que c'est whatever, c'est comme weird puis correct puis whatever, but quand c'est comme grounded puis intense puis trop interpersonnel, peut-être que c'est on ose pas autant. Ouais. Parce qu'il y a la problématique des joueurs qui refusent de montrer de l'émotion ou sont incapables. Puis j'ai déjà vu deux façons que ça s'est manifesté. Comme j'ai déjà eu des joueurs qui avaient subi un traumatisme, comme tu dis. Puis c'est pas à propos de l'autre joueur qui respecte ce traumatisme-là, on le sait pas. T'sais. Puis la personne avait déjà vécu une émotion intense et là était incapable de s'amener à un état émotionnel véridique parce que c'était un gros flashback. La personne retournait à ce moment-là d'émotions intenses, donc refusait d'avoir des émotions intenses dans la vie si elle pouvait s'empêcher, et certainement dans l'arène. Donc, par exprès. Non, c'est peut-être important pour les joueurs qui jouent dans des mêmes équipes de s'en parler de ces choses-là, là. Je veux dire... Sans rentrer dans des détails, puis c'est là... Comme, si vous savez que vous avez une limite, dites-le aux autres joueurs, parce que eux autres vont vous protéger après de ces choses-là, mais évidemment, ça peut quand même arriver en mix. Puis, il y a aussi le joueur qui a pas vécu ces émotions-là, et donc penserait même jamais à les utiliser en improvisation. Comme il y a une incompréhension qui se crée là. Je me demande aussi s'il faut qu'un joueur, comme faut que tu aies du vécu pour pouvoir faire ces choses-là, devrais-tu aller chercher ce vécu-là? C'est un peu comme le joueur que j'ai déjà eu en atelier qui, tu sais, tu lui demandes, OK, ben tu vas donner une impro dans le bois, t'as déjà été dans le bois? Non. Tu vis au Nouveau-Brunswick, tu devrais être bien comme juste va te promener dans le bois. Juste comme une quinzaine de minutes. 15 minutes d'aller dans le bois, juste pour que tu aies les détails, pour que tu aies tu sais comme... Ouais, Julien, il va dans le bois. C'est ça. Pauvre Julien. Pauvre Julien. Ben ce joueur-là, le Julien. Le Julien de Chediac. Le Julien qui vit à Chediac mais qui a joué dans le bois ou sur la plage. Dans l'exemple, un Julien. Julien, pourquoi est-ce que tu vas pas dans le bois? Mais aussi, est-ce que Julien, dans notre exemple, devrait aller vivre des émotions fortes? Ben, je pense que un genre de bagage émotionnel, c'est un petit peu comme une culture. Si tu vas lire plein de livres, puis regarder plein de films, puis d'émissions, puis regarder de l'art visuel, puis des affaires, ça te donne un bagage de connaissances que tu peux appliquer en impro. Mais je pense qu'à mesure que tu vieillis, tu acquiers un petit peu ce même genre de connaissances-là émotionnelles, parce que le plus que tu vieillis, le plus que tu ressens des émotions différentes puis complexes. Fait que tu sais, on voit souvent chez les plus jeunes, comme tu sais, c'est au primaire, quand on leur demande de faire des dramatiques, c'est une des catégories qui ont le plus de difficultés à relever parce qu'ils ont beaucoup moins de vécu. Tu sais, ils ont pas nécessairement vécu un palmarès d'émotions intenses à cet âge-là. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont, tu sais là, qui ont vécu des choses intenses jeunes, là, mais qu'ils ont, en général, c'est peut-être pas aussi commun d'avoir vécu beaucoup de choses. Puis déjà au secondaire, on voit qu'ils ont commencé à vivre d'autres affaires, tu sais. Ils ont commencé à peut-être perdre des personnes dans leur vie, ou tu sais, ils ont des peines d'amour, ou tu sais, ils ont vécu des situations super fâcheuses, puis on commence à sentir beaucoup plus d'affaires. Fait que déjà, leur range est beaucoup plus grand parce que ils ont un bagage développé plus. Puis là, l'adulte, à l'âge adulte, à mesure que tu vieillis, comme tu gagnes beaucoup plus d'expérience de vie, puis tu peux utiliser ça dans l'arène parce que tu sais qu'est-ce que ça feel comme, tu sais qu'est-ce que ça te fait comme personne, puis comment tu réagis à des situations même si ça n'a pas rapport à cette émotion-là. Je pense que là, ce que faut faire la distinction, c'est que dans le même sens que si tu connais bien du Edgar Allan Poe, tu peux utiliser l'atmosphère dans un impro sans copier mot pour mot le style de cet auteur-là. Dans le même sens que tu peux utiliser le feeling qui est venu avec la fois que t'étais triste sans pour contre utiliser
la situation spécifique. Tu peux appliquer les affaires sans être obligé d'aller chercher ces moments-là tristes ou traumatisants ou intenses de ta vie, puis que là, ça te dérange pour le reste du match. Parce que je pensais qu'à palmarès, number one, la terreur. Mais aussi, dans ça, je pense que le joueur, tu sais, parce que, évidemment, je vous demande pas d'aller vivre le décès d'un parent. Non, c'est ça. J'espère que ça vous arrive pas. Puis il y a des émotions qui sont impossibles, parce que c'est juste des choses qui arriveront pas à quelqu'un. Comment ça file être en apesanteur dans l'espace? C'est pas tout le monde. Mais on peut deviner. Mais justement, quand tu dis, comme tu peux utiliser l'émotion que tu retrouves dans de la fiction pour, tu sais là, quelqu'un d'autre l'a vécu ou un personnage est en train de le vivre sur écran, tu sais qu'est-ce que ça ressemble, tu sais ce que ça te fait toi sentir, donc tu peux aller chercher ça pour, tu sais, donner la même chose au public, là. T'es pas obligé de l'avoir vécu toi-même. Mais il y a du monde qui ont peut-être bien jamais eu rien qui leur est arrivé, puis dans l'impro, Ben oui, ça arrive, ça. Mais je pense en même temps que dans ton développement de joueur, tu devrais au moins apprendre le vocabulaire de l'émotion. Parce que là, on dit des certains mots comme tristesse, peur, colère. Ça, c'est facile, là. Je veux dire, ça, c'est à son plus pur. Mais il y a aucune subtilité là-dedans. C'est les couleurs primaires, là, de l'émotion. Mais si tu sais que ça veut dire l'amertume, si tu sais qu'est-ce que ça veut dire l'anxiété, la crainte, pas la peur, mais la crainte, qu'est-ce que ça voudrait dire pour ton personnage? Là, tout d'un coup, ton éventail de couleurs, ton palmarès est beaucoup plus large. C'est un top 50, pas un top 5. Puis tu peux, faire une sorte de gradation dans tes personnages émotionnels. Mais si tu sais pas qu'est-ce que ces mots-là veulent dire, si t'as jamais identifié qu'est-ce que le mépris ça a de l'air, tu te coupes des ponts, là. Tu t'empêches de... Ça se peut que ça arrive puis que tu le fasses, mais je pense que si tu l'identifies, t'as peut-être un outil que tu peux utiliser plutôt que quelque chose qui arrive. Puis je pense que tu peux transitionner mieux entre des émotions si t'as des subtilités entre. Tu sais, c'est comme si tu vas de triste, c'est facile d'aller à tellement triste que là tu te fâches, mais il y a des shades de couleurs entre triste puis fâché, là. Tu sais, si tu comprends qu'est-ce que les émotions qu'il peut avoir entre, tu peux les utiliser pour transitionner d'une à l'autre beaucoup plus naturellement en impro, surtout pour un impro qui se veut plus réaliste. Je pense que tu peux utiliser ce vocabulaire-là pour faire ça. En parlant de transition, prenons la question d'Amélie Montour sur Facebook, qui dit à Anne-Marie, tu es une joueuse très intense, qui amène beaucoup d'émotions et d'expression au jeu. Est-ce que c'est difficile de garder cette émotion si le joueur de l'autre équipe est overwhelmé par ton jeu? Elle pense ici à une impro de noyade dans la piscine, à la QI, à la Polytechnique. Je sais pas c'est quoi cette impro. Oui, cette impro. Je rentre dans une impro puis je suis vraiment expressive, je fais plein de choses. Puis tu sais, on a tout été dans ce mix-là où on est bloqué, puis on sait pas quoi faire, puis on sait pas quoi dire, on est comme en train d'avoir la pire impro de notre vie. Puis j'étais dans un impro avec cette joueuse-là qui est en train d'avoir comme la pire impro de sa vie, qui voulait juste que quelqu'un siffle. Puis là, qu'est-ce que tu fais dans un impro où le joueur te donne rien? Puis toi, dans l'histoire, t'es très émotionnel. Et fait que là, il y a un certain malaise là, puis mon premier réflexe, c'est tout le temps de tasse-toi de côté, moi je vais jouer mon impro. Qui est pas nécessairement peut-être le bon réflexe. Je ne sais pas si c'est pas le bon réflexe, Anne-Marie. Ah oui, Michel? Pourquoi, Michel? Parce que j'ai l'impression que comme ton personnage a une intégrité émotionnelle, l'autre personne n'a rien. Fait que ce qu'on a, c'est ça. Oui, important d'inclure l'autre personne dans l'histoire, mais je pense que ton état émotionnel ne peut pas facilement changer. Oui, la transition dont Isabelle parlait tantôt, tu peux transitionner vers quelque chose qui réagit à la non... Parce que la non-réaction de la personne, c'est une réaction en soi. La face est incapable de dealer avec ton état émotionnel. Toi, faut que tu utilises ça, mais tu peux pas trahir ton propre état émotionnel. Sans ça, l'improvisation est incohérente. T'as rentré avec quelque chose que le monde a tout de suite remarqué, puis là, t'es obligé de le perdre parce qu'un autre joueur écoute pas ou est pas capable de processer cette chose-là. En réalité, il y a une autre personne dans la pièce. Si t'étais triste, je pense pas que c'est ça l'impro, là, mais si t'étais triste, tu sèches tes pleurs vite. T'essayes de cacher que t'étais émotionnel parce qu'il y a une autre personne là. Ou cette personne-là t'insulte par sa non-réaction, par sa nonchalance. Tu sais, fait que tu peux comme... Non, encore plus, c'est comme tu me comprends pas, c'est ça, tu sais, l'impro devient à propos de ton incompréhension face à mon état émotionnel qui a déjà été établi dans l'improvisation, saute dans la piscine. Julien. Oui, Julien. Non?
Oui. Ben, puis il y a la partie aussi, moi je suis une arbitre, puis tu sais, je veux enseigner, puis je veux encadrer des joueurs, puis Même quand tu joues. même quand je joue, tu sais, je veux rendre ça un espace confortable pour tout le monde, que tout le monde puisse grandir. Puis, OK, Rémi Goupy. oui. Je veux quand même laisser comme lancer des perches à la personne qui est pognée dans un impro qui est la pire impro de sa vie. En même temps, il y a l'autre partie de moi qui est comme bon ben laisse faire, moi je veux jouer l'impro parce que je veux faire un bon show puis pas passer l'impro à faire mais qu'est-ce que toi tu penses et qu'est-ce que toi non. Je pense qu'il y a un milieu là qu'on peut sûrement atteindre, mais peut-être des fois on rentre trop fort au poste. C'est peut-être ça qui arrive à cette personne-là. T'as rentré comme à 100%, puis la personne était comme je comprends même pas son accent d'Acadie. Parce que Julien vient de Chediac, mais comprend pas nos accents dans l'histoire. Parce que si ça c'est too much. Oui. Peut-être que dans l'histoire c'est moi qui ai à blâmer. Oui, on était pas. C'est peut-être too much, mais juste je trouve ça touche beaucoup la rudesse là, jusque elle était pas too much, l'autre personne aurait mieux réagi. On sait pas ça, par exemple. Ben toi t'étais là, Isabelle. J'étais là. T'étais le coach. Ah, l'impro. Oui, OK, oui, là, je me rappelle. Oh, non, t'étais pas too much. Bon, merci. Non. Mais too much pour l'autre personne. Oui, ça peut parler de la limite de l'autre personne. Marc-Samuel Larocque sur Facebook pose une question et ensuite donne un plein contexte. Je pense que c'est le premier chapitre de son autobiographie. Où il dit, selon Anne-Marie, où se trouve la limite de l'émotion en impro, et il s'explique. Bon, ça, c'est certainement une des limites, là, l'incompréhension de l'autre joueur, ou même, je pense, l'incompréhension du public. Des fois, si tu rentres trop fort, le public peut être comme, qu'est-ce qui se passe? Lui dit, une des choses que je remarque en impro, c'est que le public et les improvisateurs ne votent pas pour les mêmes choses. Je préfère voir un personnage vrai avec une subtilité d'émotion et voir une évolution dans une impro. Cependant, je semble voir des gens gagner une impro contre ce genre de personnage, alors qu'ils criaient, pleuraient, étaient loud, et c'est ça qui a fait rire le public et qui a finalement remporté l'impro. Donc, est-ce qu'un improvisateur devrait jouer un personnage théâtralement juste ou tomber dans l'exagération et la caricature pour gagner le vote du public? OK. Marc-Sam. Merci pour votre question. Merci pour ta question. Et votre thèse. Je pense que la textbook bonne réponse c'est théâtralement juste. Je pense que dans un monde parfait, ces deux choses-là peuvent exister en relation symbiotique de l'impro. Certainement dans le même match. Certainement dans le même impro, match. Ouais. Dans la même impro, je suis sûre que ça se fait de façon adéquate, là, sans qu'il y ait un joueur qui crush l'autre personne. Je pense que quand c'est fait comme ça, c'est souvent pour faire un effet. Oui. C'est comme, soit que tu veux le contraste émotionnel ou que tu veux qu'il progresse de cet état caricaturé-là à progressivement beaucoup plus théâtralement puis sérieux. Puis c'est ça l'impact que ça sur le public. Le public est accroché par la fausse émotion. Puis là, ils sont déjà investis. Fait que là, quand ça devient de la vraie émotion, c'est comme, oh my God. Oui, parce que Marc Samuel, c'est une drôle de personne. C'est drôle de personne. C'est une drôle de personne oui, parce que c'est un joueur qui peut être excessivement cabotin. Oui. Tu sais là, il rentre dans des impros libres puis tu vois toujours son sourire. C'est un coquin. Facilement un petit coquin là. Mais aussi quand il rentre dans une dramatique, déceptivement touchant. Comme il va vraiment chercher quelque chose de vrai, comme il y a vraiment ces deux côtés-là à sa personne, et sa couleur dramatique match même pas sa personnalité dans la vie. Comme tu penses pas que ce joueur-là peut faire ça. Et c'est un peu ça son charme, s'il y en a un. S'il y en a un. Comme joueur. Oui. Comme joueur. Oui, je suis d'accord. Puis en même temps, je pense que si on joue toutes nos impros, parce que le point c'était que le public vote pour le drôle, ben si on joue toutes nos impros pour qu'est-ce que le public va voter, ou le public a pas voté pour l'impro que moi je pensais qu'il était meilleur, mais on passerait pas au travers, je pense. Non, faut pas... Non, parce que cette pression-là va pas nécessairement tout le temps nous guider dans les bonnes directions non plus. Non, puis je pense que je pense que le spectacle devrait avoir toutes ces couleurs-là. Puis tant qu'on a un élément, ce qui est important, c'est l'élément de vérité, mais tu peux avoir de la vérité dans ton personnage caricaturé. Il y a quelque chose qui est quand même vrai dans le monde. C'est juste comment est-ce que ces deux choses-là s'agencent des fois qui peut être awkward. Là, tu sais, t'es dans une improvisation avec, t'es en train de créer une atmosphère.
Puis là, le troisième joueur rentre avec quelque chose qui est... Je sais pas si t'as entendu l'épisode à Rémi Goupy, mais il parle il y a une impro avec moi, oui, que t'es dedans. Qui m'a marqué. Une avalanche. Pour ne pas dire traumatisé. Et toi, vous deux, vous êtes en train de créer une atmosphère qui se veut réaliste et intense et émotionnelle. Puis il y a un troisième joueur qui rentre faire du mauvais goût. Puis je peux-tu mentionner dans cette histoire-là que moi, à ce point-là, je suis encore au secondaire ou fraîchement sortie du secondaire, puis là, je fais une impro intense avec la personne qui était mon coach en ce temps-là. Et là, la troisième personne rentre avec aucun regard pour l'intensité ou l'émotion qui a été posée dans l'impro, puis fait des jokes de pingouins qui chient. C'était ça l'histoire. Vous en souveniez. C'est dur à oublier. Mais ouais, c'est ça. C'est que là, c'est comme t'as un joueur qui est pas en train de respecter l'atmosphère qu'on crée puis qui fait des jokes faciles. Ben, je pense que une clé importante d'un joueur qui est bon, c'est un joueur qui est vraiment capable de détecter qu'est-ce qui est l'atmosphère d'un impro, qu'est-ce que c'est cette impro-là, puis qu'est-ce qu'on veut ressortir de qu'est-ce qu'on vient de créer. Puis je pense que dans ce cas particulier-là, je suis pas sûre que le joueur avait vraiment saisi, non. Ben ça arrive des fois que tu le files que quelqu'un dans l'impro dit quelque chose qui a rapport à l'impro, mais aussi t'es en train de dire à le joueur de sortir de l'impro. Tu sais là, c'était pas le temps tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici? Genre de phrase, là, tu sais, que tu fais comme, OK, oui, ça a rapport à l'impro, mais c'est un petit peu le joueur qui fait sort de mon impro, là. Ouais, je pense ça prend une ouverture d'esprit. C'est pas juste de l'écoute. C'est pas juste une question d'écoute. Ça prend une ouverture d'esprit aussi parce que il y a du monde qui réduisent l'improvisation à une seule sorte de chose. Je pense que ça serait mal de dire que l'impro faut que ça soit théâtralement juste en tout temps, comme que c'est mal de dire que c'est simplement un spectacle d'humour. Puis la personne qui regarde ton impro dramatique dans une libre, puis qui fait c'est plate, c'est pas mon genre d'impro. Je vais aller rentrer faire de l'absurde qui, moi, m'intéresse. T'as ruiné le show pour tout le monde qui trouvait ça intéressant, là. Puis c'est ta fermeture d'esprit. Je suis pas en train de dire ça à propos de Julien, de Julien dans cette histoire. Je suis pas en train de dire ça à propos du pingouin, mais nécessairement, mais des fois c'est un motivateur pour certains joueurs. Ils vont rentrer parce que les autres trouvent ça. Ils comprennent pas qu'est-ce que tu essayes de faire. Fait qu'ils essayent d'aller réparer quelque chose qui avait pas besoin d'être réparé. Toutefois, faut faire attention, par exemple, parce qu'on a tendance à penser que si c'est plus théâtralement juste ou plus dramatique ou plus émotionnel puis intense, c'est nécessairement une meilleure impro qu'une impro comique. On a tendance à valoriser ou peut-être, je sais pas moi, placer plus sur un pedestal l'impro plus dramatique quand, évidemment, l'impro humoristique, c'est le drôle, le fun, a aussi une valeur, mais a pas nécessairement moins de valeur que quelque chose qui est dramatique. Il y a des dramatiques qui sont pas réussis, puis sont pas intéressantes, puis sont plates. Puis qu'on a déjà vu, puis quand... Ouais. Puis Fait que juste en faisant une impro dramatique ou lourde en émotion ou intense, ça veut pas nécessairement dire que tu mérites le point automatique. Le monde des comédiens a le même problème, où ce qu'on va plus valoriser des performances dramatiques, puis trouver que la comédie, c'est plus bas, là, quelque part sur quand la comédie, la majorité des grands comédiens vont dire la comédie, c'est beaucoup plus difficile. Il y a quelque chose d'insaisissable des fois, là. Tu peux pas juste nécessairement acter drôle. Faut que ça vienne de quelque part, là. Comme il y a du monde qui a de la misère avec cette chose-là. Fait que comme qu'il y a des jokes faciles, il y a du drame facile. Ouais. Comme ta chanson country. Oui. De tantôt, c'est du drame facile, juste dire des choses qui sont supposées d'être tristes. Voici une liste triste. Voici le palmarès de triste. Numéro 1. La mort, tu sais, c'est juste... Oui, OK. Non, tu divises tout ça. C'est la mort de toutes les différentes personnes, là. Ouais. Il y a plusieurs... Puis il y a une autre sorte de drame facile, là, que je trouve, c'est cette improvisation-là où on va juste se mettre soi-même en scène. Parce que c'est pas de l'impro, c'est du... Moi, j'ai cette émotion-là. Donc, ouais, moi, je suis en train de vivre ça en tournoi tout de suite. C'est mon dernier tournoi. Je veux dire bye à mon coach. Et tout le respect aux gens qui l'ont tenté, cette improvisation-là. Mais à quelque part dans ma vie, je l'ai vu plus d'une fois, ce genre d'impro-là. Puis peut-être que le public vote pour ça. Peut-être que le public trouve ça touchant. Peut-être que tout le monde est en train de brailler sur le banc. Là. OK. Mais est-ce que c'est vraiment de l'improvisation? Et moi, je me sens tout le temps un petit peu... je ressens un malaise des fois par rapport à ce genre de choses-là.
juste parce que on dirait que t'as perdu ton personnage, c'est plus un spectacle. C'est est-ce que nous, le public, on te connaît assez pour que tu nous révèles ceci? Puis ça peut marcher, comme que ça peut être comme un peu cheap. Ben, je pense aussi que ça marche juste si tu gardes cet aspect théâtral-là, puis t'es pas juste en train de te vider le cœur, là. T'es pas en train d'avoir une conversation avec un ami, là. La crowd, c'est pas ton ami. C'est ça. C'est ça. C'est très vrai, ça. Tu peux faire ce genre de choses-là où tu vas puiser de ton vécu spécifiquement, mais si tu gardes pas cet élément de théâtre-là, ça file un peu pour le public comme si comme sont accidentellement rentrés dans ton appart pendant que tu te changeais, là. T'es comme en train de te dénuder puis t'es pas prêt pour ça. Ben, l'impro, c'est déjà quelque chose de tellement intime parce que, tu sais, t'as pas quelque chose de préparé, tu sors un petit peu tes idées comme ça vient, tu sais. Puis laisser cette porte ouverte-là, justement, pendant que tu te changes, on dirait que ça, c'est comme trop, ça juste, c'est envahissant, peut-être, comme, ouais. T'es pas dans une zone que le public est confortable, peut-être, dedans, parce que c'est trop, t'es pas en train de regarder un personnage ou même joueur numéro whatever de ton équipe. T'es en train de regarder Julien, là. Pauvre Julien, arrête de faire des erreurs. Mais oui, c'est la vulnérabilité, c'est important pour être attachant au public. Mais je pense que comme s'il y a une des limites par rapport à l'émotion, c'est ça, où c'est comme on est venu voir un spectacle, puis je suis pas sûr que si tu vas me créer un malaise, que ça soit par exprès, que tu veux créer un malaise, que tu veux créer une improvisation avec cette couleur-là dedans, mais sans ça, bizarre. Puis je pense que pour le public et tout, peut-être qu'il file une obligation de voter pour ces impros-là aussi. Le pauvre Julien qui pleurait dans l'arène, puis c'était sincère, là, il pleurait pour vrai. C'est ça. Mais c'est pas, tu sais, là, dans le même sens qu'une impro comique peut être plus bonne qu'une impro dramatique. Comme peut-être que cette impro-là, comparée à l'autre impro, était quand même moins intéressante, tu sais. Ben, le public peut se sentir une obligation de s'est vidé le cœur. En tant que juge de salle, je sais que j'ai déjà voté contre ça. Par exprès? Non, pas contre ça. Je veux dire, pour l'autre improvisation, parce que ça, c'était puis on s'entend que c'est ma longue carrière en impro qui fait que j'ai vu beaucoup de choses déjà. Oui. Mais aussi, ça prend pas un effort, une réflexion improvisatrice. De relater son histoire. De juste dire qu'est-ce que t'as dans la tête tout de suite, là, tu sais, ça peut être, puis si l'autre improvisation est supérieure, ben elle est supérieure. Ben, ça peut sonner faux aussi. On dirait que comme tu connectes pas nécessairement autant que tu penserais que tu connecterais vu que c'est une vraie chose. Je crois que c'est trop intime. Anne-Marie a exactement la bonne analogie dans le sens que on dirait que t'allais juste chez la personne pour aller leur donner quelque chose puis là tu rentres, ils sont nus. C'est comme wow, ça c'est pas notre relation tout de suite. Comme pourquoi ce que je suis en train de voir c'est pas, ça compute pas dans ce que je pensais que j'allais voir ce soir. Ouais. On a peut-être le temps pour une dernière question. On a-tu, Michel? Oui. Le temps pour une dernière question? On a, et elle vient de Gabriel Gagnon sur Facebook. Et Gabriel nous demande, les arbitres sont habituellement une force autoritaire objective, plutôt froide d'émotion. Où est-ce que ton style d'arbitrage se place là-dedans? Parce que, comme on en parlait tantôt, tu pitches des affaires. Je suis agressive. Oui, ben c'est ça. Est-ce que on peut parler, je pense que on peut peut-être parler de l'émotion de l'arbitre et le mythe du manque d'émotion de l'arbitre, je pense. Parce qu'il y a vraiment 3 émotions de base pour un arbitre. Il y a le délice. Le délice. J'aime vraiment l'improvisation, puis tu sais là, j'enjoy de sympathiser avec les joueurs. Comme un arbitre peut avoir ça. Un arbitre peut être arrogant. Mm-hmm. L'arrogance, le mépris, le dédain pour les joueurs, le mauvais jeu. Le dédain me fait rire. Je suis le maître absolu du jeu et incarner ce personnage. Et là, il y a la colère, cette rage-là. Parce que c'est encore pire. L'arrogance, c'est que je me crois, mais la rage, c'est vous êtes terrible. Il y a 3 aspects émotionnels d'un arbitre. J'aime vraiment ça, j'haïs vraiment ça, mais d'une façon ou d'une autre, moi, je suis great. Ça, c'est le statut émotionnel. Est-ce que quand ce que tu pitches les affaires, c'est vraiment, ça vient d'une place émotionnelle ou c'est juste de la simulation, pareil comme que tu fais, comme quand tu joues? Je pense que c'est parce que je suis une personne vraiment enragée dans la vie. Moi, je pitch des souliers tout le temps. Non. Ton appart est défaite, là. Défaite, là. Juste des trous dans les murs. Ouais.
avec des heels qui sortent. Oui, tes enfants ne même pas, là. Oui, il y a juste des souliers. C'est comme un jeu de fléchettes. Elle est obligée de s'acheter des souliers constamment. Constamment. Non. Je pense que c'est simulé, là. Ouais. C'est tout un personnage. Mais on a tout arbitré ici. On sait comment c'est. Tu mets le show de l'arbitre, mais en même temps, t'essaies de garder tes punitions. Comme tes punitions, c'est séparé de ton arbitrage, le jeu de l'arbitrage. T'essaies d'être autant objectif que tu peux. Ouais, c'est pas facile. Ça vient pas d'une place subjective nécessairement, même si le jeu est complètement subjectif, on s'entend. Fait que l'émotion devrait pas affecter ton jugement en tant que officiel, là, t'es là, en tant qu'arbitre qui décide des punitions puis qui les explique, mais le reste, pour l'élément spectacle, ça a plus sa place? Oui. Parce que si jamais vous aviez accès à l'arbitre dans le coin, il y a des bandes ouvertes des fois puis tu vois l'arbitre très bien, mais d'autres fois c'est caché. L'arbitre est en train de réagir aux joueurs. L'arbitre t'essayes de rester impassif jusqu'à un certain point, puis t'as d'autres choses à penser. Là, faut que tu regardes le temps, faut que tu penses aux punitions. T'es tout le temps en train de calculer des choses dans ta tête. Comment je vais expliquer la chose que je viens de donner? Comme il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. Mais t'es drette là, puis ça arrive souvent que l'arbitre est en train de rire de qu'est-ce qui se passe. Il peut pas montrer ça, mais il est en train de rire de qu'est-ce qui se passe. T'es la première ligne du public pour les joueurs. Eux autres, peut-être qu'ils voient pas le public, ils sentent pas le public, mais toi, t'es drette là. Tu peux pas t'empêcher souvent de moins sourire, de moins comme être encourageant dans le coin, ou d'être vraiment l'inverse. En train de pleurer. Ouais, eux autres, ils te voient. Ben, ça, vous êtes déjà arrivé de pleurer assis dans le coin dans la bande? Oui. Toi, Isabelle? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'a déjà arrivé que j'étais pas capable de siffler comme la fin de l'impro parce que je pleurais tôt. Ouais, moi j'ai déjà eu comme OK, je peux pas, faut que je laisse l'impro aller parce que je suis choqué. Je peux pas me lever tout de suite parce que t'as juste être en larmes devant le public là. Si jamais vous voyez comme une impro qui est touchante, puis que c'est moi qui l'arbitre, les chansons que je vais courir à table de stats vite en titi. Comme je cours vite à la table de stats, puis là je me reprends sur le dessus, puis il y a juste le maître de cérémonie, statisticien, tout ça qui peut-être ont accès à mon... Fait que ça brise pas comme ton personnage d'arbitre, mais en même temps... C'est ça, le personnage d'arbitre doit rester intègre, puis le public doit pas voir ça, mais des fois... Le public won't see me cry. Ben ça peut être dur, tu sais, comme... Ah oui. Tu veux garder cette intégrité-là, puis pour le spectacle, puis en même temps, tu veux pas non plus dire au public, s'il vous plaît, votez pour ces gens-là. Ouais. Mais à cause de ta réaction. Est-ce que ça passerait mieux? Oui. Je pense qu'il y a de quoi de vulnérable et touchant tu brises cette barrière-là, tu laisses le public voir que t'es un être humain, malgré qu'on est des robots. Oui. Comment fancy que les chips sont rendus. Oh, God. La programmation, là, ça a tellement avancé les dernières années. mais c'est vrai que même comme joueur, comme quand tu joues puis d'un coup tu réalises que l'émotion que tu es en train de faire t'empêche de faire ton travail entre guillemets comme joueur, tu sais. Ben on a parlé de Mark Sam plus tôt, on avait fait une impro de 15 minutes parce que lui était le personnage central, puis c'était super intense puis dramatique, puis à un moment donné, je suis en train d'avoir une chicane avec Mathieu Chalifou qui est mon mari dans l'histoire, puis c'est vraiment comme intense puis comme vrai là, comme ça vient vraiment chercher de quoi que si quelqu'un dans le public aurait vécu ça, il aurait filé comme comme je connais ça, tu sais. J'ai réalisé que je pouvais plus projeter ma voix, comme j'étais tellement choked up puis comme en larmes que je pouvais plus assumer mes fonctions comme joueur. Ouais. C'est ça, là, faut pas se laisser trop prendre. Comme arbitre, c'est ça aussi, tu sais, là, veux pas, comme, tu peux pas te mettre à brailler pendant que t'expliques une punition, là, tu sais, comme, faut que tu ramènes ça à être capable de faire l'impro pareil. Ouais. Puis, c'était pas une impro qui était nécessairement triste, cette affaire-là, ou ça l'était-tu? C'est un mélange. C'était plein d'émotions en même temps. Mm-hmm. C'était une 15 minutes, là, c'était interminable. Fait qu'il y avait plein d'émotions de triste, colère, il y avait plein de petites scènes à l'intérieur d'une grosse impro. Fait que toutes ces émotions-là pouvaient vivre en dedans de ces 15 minutes-là. Parce que j'ai l'impression qu'on a souvent parlé de ça, d'émotions, comme si on parlait seulement de la tristesse. Mm-hmm. Parce que c'est celle-là qui vient avec un symptôme physique difficile à... C'est le go-to, là. C'est difficile aussi de faire. Ouais, des fois, je m'attrape à faire, je vais juste
rentrer dans le dramatique, pleurer un peu, là, pis là, ça, cheap. Ça marche, c'est ça le pire. Ça marche, c'est ça le pire. Puis là, je me sens mal après, je suis comme, c'est cheap, ça. Le monde respecte que t'es capable de faire ça. Mais il y a d'autres couleurs. Il y a d'autres couleurs. Puis il y a quelque chose de spécial à voir la réaction au public à quelque chose qui est pas la tristesse ou la colère, tu sais. Comme cette impro-là de 15 minutes, c'était vraiment comme creepy puis bouleversant vers la fin. L'impro a fini, l'arbitre a sifflé, puis le public a juste... Il y a comme un plein de 10 secondes où personne n'a bougé. Comme le monde n'a pas applaudi, ils n'ont pas réagi, ils étaient juste assis là en train d'essayer de processer qu'ils avaient vu quelque chose de bouleversant. En choc. En choc total. Puis là, à un moment donné, ils ont fait comme oui, ok. Non, quand c'est réussi ces affaires-là, puis la tristesse, c'est comme ça crée une empathie. Mm-hmm. Tout le monde fait comme ça peut les faire pleurnicher là, mais je veux dire Mais les autres sortes d'émotions, comme mes improvisations dramatiques préférées ne jouent pas sur la tristesse, mais jouent sur d'autres choses. Comme tu dis, le bouleversant, malaisant. Comme j'ai déjà vu une improvisation incroyable à propos d'un prédateur sexuel qui parle avec la fille de la femme qui sort avec, là, ce genre de choses. Puis il est juste en train de dire des choses inappropriées. Puis comme public, ça prenait tout, on dirait, surtout à la fin. Je pense que l'impro a fallu qu'elle finisse en pratique, comme ça qu'il n'y avait pas de durée. Mais à la fin, c'est devenu comme intense entre le public qui était les autres joueurs, puis l'improvisation qui se passait, où je pense qu'il y a du monde qui aurait été le battre. Là. Ça allait provoquer ça chez les spectateurs. Le monde était comme, toi là. Puis oui, c'est ça faisait ces choses-là, comme que j'aime beaucoup des choses qui jouent sur une violence, par exemple, comme un interrogatoire qui vire au vinaigre, là, quelque chose comme ça. Ça peut être, c'est comme choquant tout d'un coup, c'est intense, c'est bien joué. Comme l'inverse, une de mes préférées de ma vie, c'est Jean-Sébastien Lévesque puis Geneviève Arsenault à l'Iquim une fois. Puis ils ont juste joué un couple sans émotion. Ce qui était juste en train de préparer le sandwich pour aller travailler puis embarquer dans le char, puis c'était juste ça. Puis leur conversation était minimaliste, c'était juste un couple que tu savais que c'était fini. Il y avait juste un sous-texte émotionnel. Tout avait arrivé avant, en d'autres mots. Tout était déjà arrivé, puis c'était juste épuisé. Puis on voyait le restant, si on veut. Puis ça, c'est comme, tu penses, c'est une impro qui se passe rien. Puis c'est une impro plate, entre guillemets, mais c'est super intéressant parce que c'est une couleur émotionnelle qu'on voit pas. Ben, je pense que on a parlé de la musicale un petit peu plus tôt dans l'émission, puis je pense que peut-être c'est pour ça aussi que Anne-Marie a tellement une affinité avec ces deux choses-là ensemble, parce que l'émotion peut souvent fonctionner comme une genre de trame sonore sur une impro. Comme tu sais, cette impro-là, sur papier, ce qui s'est passé, c'est deux personnes qui se font des sandwichs puis qui se parlent pas trop. Mais à cause qu'on comprend à travers de ça, comme le public, lui, interprète la situation puis applique une couche à cette impro-là qui agit un peu comme la musique, dans le sens que ça amplifie un aspect de ce qui se passe. Tu sais, là, on dirait que si t'as une impro super triste, ben, le fait que il y a cette intensité-là pis cette tristesse-là qui règne, dépasse l'histoire puis rend tout beaucoup plus intense pour le public, dans le même sens que la musique a cette réaction-là dans notre cerveau. Tu sais, combien de musicales qui ont eu des standing ovations, pis c'est en grande partie parce que l'émotion est super intense puis a comme embarqué le public dans l'histoire. Mais je pense que l'émotion peut faire le même genre d'affaire. Ça, c'est un genre d'effet-là sur le public, puisque c'est comme c'est comme une trame émotionnelle qui s'ajoute puis qui amplifie ton histoire. Ouais. Tu le sens-tu, quand ce que tu fais de la musicale, que ça t'habite d'une émotion? Ouais, je pense que le truc pour une musicale qui est plus ou moins réussi, c'est que la musique, c'est ton émotion. Fait que tu prends la musique, puis whatever que la musique te dit de faire, c'est ça que tu fais. La musique, c'est le troisième joueur qui rentre dans l'impro puis qui dit « Ok, toi, tu fais ça. » Tu peux pas juste faire « Non, moi, j'étais déjà occupé à couper des patates, Julien. Je peux pas faire ça. » On dit Julien. Peut-être l'impro, c'est pas ta chose. ça, tu devrais retourner à du softball, parce que... C'est ça, là. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a comme, ce personnage-là te donne l'émotion, pareil, comme si tu rentres avec beaucoup d'émotions. Les autres joueurs doivent respecter que ton personnage est émotionnel. Si tu voulais être émotionnel, toi et tout, t'avais juste besoin de commencer avec ça. Mais l'émotion règne beaucoup, comme, c'est fort assez, c'est un hameçon sur lequel on mord plus rapidement que n'importe quelle autre amorce, je pense. Pareil comme la musique. Surtout que t'entends la musique, ok, bon, c'est ça l'univers. Surtout quelqu'un qui rentre très émotionnel, que ce soit l'émotion qu'on veut. Le monde accroche là-dedans, puis les autres joueurs sont obligés de suivre. C'est un peu comme, tu sais, rentrer avec une émotion, puis vous avez déjà quelque chose. Puis c'est pas une réflexion que j'ai nécessairement eue avant, là, comme ça fait comme, ah ouais, hein, c'est vrai.
c'est vrai, c'est une bonne façon de comme imposer rapidement quelque chose. Ben, les deux ont un lien fort avec comme une atmosphère ou un ton. Tu sais, là, les deux informent vraiment rapidement qu'est-ce que le feeling de l'impro. Fait que l'utiliser dans le même sens fait du bon sens. Très bien. Merci pour la discussion. Ben, merci de m'avoir, Michel et Isabelle. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Maintenant, Isabelle, comment est-ce que les gens peuvent continuer à interagir avec nous? Jamais. S'il vous plaît, parlez-nous pas. Y a-tu un hashtag? Il y a peut-être un hashtag. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux, nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Anne-Marie Bernier pour avoir été des nôtres. De rien. Merci Michel. Merci Isabelle. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Michel Albert, toujours au fricophone. C'est bon, c'est le 15 août, là. C'était le fricophone. Ça, c'est drôle, mais évidemment, le monde ne va pas l'écouter le 15 août. C'est un petit peu drôle, pareil. Oui, c'est un petit peu drôle. On est de retour, Michel Albert au francophone. Voyons. Blooper. Voyons. Ça m'est arrivé hier, on était en train de lander, puis là, je pense à que le changement de pression, c'est juste comme drip, là, partout dans ma face, puis j'étais comme... Vraiment? Oui, ça a juste comme drippé, c'était excessif, là. C'est comme mettre mon chin. La théière dans le nez, là. Ouais. Ew. As-tu enregistré ça? Vas-tu mettre ça dans le podcast? Ça va être dans le blooper. Oui. Parfait. Je suis d'accord. Mais t'as volé jusqu'ici, tu sais. Ben ça vaut la peine de le dire. Quand même.